Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le futur Président, chers collègues. C'est pour moi un immense honneur d'avoir été élu au sein de cette compagnie et j'espère dans les années qui viennent être à la hauteur de la confiance que vous m'avez faite. J'ai choisi aujourd'hui pour, en 15 minutes, résumer la carrière scientifique et surtout les dernières années, de vous parler d'oncoprotéines, donc de protéines responsables du cancer, et plus particulièrement de l'histoire, ça vient d'être rappelé, et du lien avec certains rétrovirus. On sait depuis un certain nombre d'années que des virus sont capables d'induire des cancers. C'est évidemment le cas des fameux papillomavirus, HPV16, HPV18, pour lesquels on a maintenant identifié les oncoprotéines. C'est la même chose pour des virus à ARN de type virus de l'hépatite C, flaviviridé, et pour certains rétrovirus, excuse-moi Luc, mais j'ai mentionné ici le HTLV1, mais on pourrait évidemment mentionner tous les fameux rétrovirus caractérisés dans les années 70 par la fameuse école autour d'Arsène Burny. Ces fameux rétrovirus, on sait depuis de nombreuses années plus d'un siècle, qu'ils sont capables d'induire des cancers. C'est ici le cas du fameux RSV, le Rous sarcomavirus, caractérisé par Peyton Rous, qui a identifié donc ce virus comme pouvant induire des sarcomes chez le poulet. Et c'est bien sûr dans les années de la biologie moléculaire qu'on a pu identifier qu'il avait des séquences rétrovirales classiques avec les deux LTR, les fameuses protéines de structure diapoléante et une molécule complémentaire qui était la molécule ou la protéine responsable de la transformation des fibroblastes en sarcome. Moi, je vais plutôt vous parler d'un autre rétrovirus aviaire qui est le rétrovirus E26 qui a été identifié comme étant responsable de leucémie chez le poulet, entre autres en Hongrie, et pour lequel on a mis en évidence qu'il y avait deux séquences exogènes présentes, en plus bien sûr des séquences rétrovirales, la séquence 1000 et surtout la séquence VS. Et ça a été rappelé par Madame la Présidente, ces travaux ont été réalisés dans les années 80 à l'Institut Pasteur de Lille par l'équipe de Dominique Leprince, de Dominique Célin avec Dominique Leprince ici, qui est le premier auteur de cet article, montrant que cette séquence VS est la séquence responsable de la transformation des lymphocytes en cellules leucémiques. Toute une caractérisation a été faite ensuite sur ces virus et plus particulièrement, l'identification d'un gène cellulaire qui au départ a été appelé C-ETS et puis finalement C-ETS1 puisque il a été montré qu'il y a une série d'autres gènes de cette famille qui est caractérisée. Il s'avère que ce sont des facteurs de transcription, nous allons y venir. Si vous faites un Wikipédia aujourd'hui sur la famille ETS, vous allez sortir 29 gènes chez l'humain et 28 gènes chez la souris. Et tout au long du règne animal, vous avez la présence de ces gènes de la famille ETS, comme chez C. elegans ou chez la drosophile. Ils sont caractérisés en tant que facteurs de transcription comme contenant bien sûr un domaine de liaison à l'ADN. Ils se fixent sur une séquence spécifique et aujourd'hui, ils sont répartis en 12 groupes bien identifiés sur les identités de séquences présentes entre autres dans le domaine de liaison à l'ADN. Alors ça c'est une représentation, mais François Fuchs pourra représenter ça beaucoup mieux tout à l'heure. La transcription en général est maintenant fait l'objet d'immenses publications indiquant que les facteurs de transcription restent encore des acteurs majeurs de la spécificité de transcription pour activer la polymérase de type 2 de gènes bien spécifiques. Nous, on a identifié dans les années 90 et début des années 2000 trois de ces facteurs, qu'on a appelés ceux du groupe PEA3, et on a identifié ceux-ci comme possédant bien sûr le domaine de liaison à l'ADN et ayant deux domaines de transactivation. Alors on a fait beaucoup d'études sur ceux-ci d'un point de vue mécanistique. On a montré qu'ils étaient modifiés post-traductionnellement, c'est-à-dire qu'ils subissaient une phosphorylation sur sérine-tréonine, qu'ils étaient acétylés sur lysine, ceux-ci ayant un rôle sur l'activité transcriptionnelle, qu'ils étaient aussi ubiquitinylés et sumolylés, et ceci ayant un effet sur la stabilité de la molécule.
Alors ça, ce sont des études très biochimiques, importantes. Évidemment, l'intérêt, c'était de savoir quel était réellement leur rôle dans le cancer. Et tous les travaux que nous avons réalisés, surtout au début des années 2000, ont mis en évidence que tous ces facteurs de cette famille X, plus particulièrement du groupe PEA3, jouent un rôle dans la métastase mammaire. Ils sont surexprimés dans les cancers mammaires métastatiques en activant un certain nombre de gènes cibles, plus particulièrement ceux qui sont impliqués dans la matrice extracellulaire, et plus particulièrement ici les gènes de métalloprotéinase, MMP9, MMP13 et MMP. Alors évidemment, la question qu'on peut nous poser, bon, vous avez identifié des gènes qui sont surexprimés, qui sont des facteurs dans les cancers métastatiques, qui sont des facteurs de transcription, est-ce qu'on peut développer des molécules spécifiques? C'est très compliqué de développer des molécules spécifiques contre des facteurs de transcription qui ne sortent pas du noyau, parce que la spécificité est difficile à obtenir. Néanmoins, si on fait un search aujourd'hui sur PubMed, vous avez plus de 4000, ça a dû être fait il y a quelques mois, mais on est à 4500 publications lorsque vous croisez AIDS et cancer. Heureusement, pour le sujet et aussi pour l'intérêt, et vous verrez ensuite ce que nous sommes en train de faire, une publication extrêmement importante en 2005 a mis en évidence que dans plus de 70 à 80% des cancers de la prostate, des gènes AIDS, et surtout ceux sur lesquels nous travaillons, subissaient une translocation. En fait, c'était une fusion avec un gène spécifiquement exprimé dans la prostate et permettant de mettre en amont, c'est-à-dire dans la région régulatrice d'expression de ces facteurs de transcription, un site de réponse aux androgènes. Comme la prostate est pleine d'androgènes et régulée par les androgènes, ces facteurs de transcription sont surexprimés de 100 à 1000 fois. Donc il y a une dérégulation majeure. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'ils y jouent un rôle particulier et, alors qu'ils sont exprimés dans 70 à 80% des cas, quel pourrait bien être celui-ci? Une petite parenthèse sur le cancer de la prostate pour rappeler, bon, ça c'est une étude anglaise, pour rappeler que le cancer de la prostate, ces dernières années, on va dire ces 35 ou 40 dernières années, a été multiplié par 2. Bien sûr, une des explications, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, mais surtout, c'est la détection plus précoce de ces cancers. Détection plus précoce, entre autres, due à l'arrivée du fameux PSA. On pourra discuter, bien sûr, de son intérêt, mais je pense que ce n'est pas ici, à ce moment-ci, d'exposer l'objet de la discussion. Néanmoins, vous voyez que lorsqu'il a été approuvé aux USA en 1986, on a obtenu une diminution de la mortalité associée au cancer de la prostate de plus de 50%. Aujourd'hui, si on regarde le consensus d'utilisation et de classification des différents patients atteints de cancer de la prostate, le PSA, qui est ici, avec d'autres caractéristiques, comme bien sûr le stade histopathologique de type Gleason et l'aspect d'avancement de la tumeur, indique que vous avez un faible risque de récidive du cancer de la prostate lorsque ce PSA est faible. En revanche, lorsqu'il est élevé, le risque de récidive est élevé. À ces différents risques sont associés des traitements spécifiques qui vont depuis le monitoring actif jusqu'à bien sûr la prostatectomie et la radiothérapie. Malheureusement, ça a été rappelé tout à l'heure par Pierre, il n'y a pas aujourd'hui d'immunothérapie pour le cancer de la prostate, entre autres bien sûr, ou certainement à cause du fait qu'il y a très peu d'antigènes spécifiques qui sont exposés. L'ensemble de ces avancées ont fait en sorte, pour une étude anglaise, qu'on est passé en une quarantaine d'années de 25% de taux de survie à 10 ans pour des patients atteints du cancer de la prostate à plus de 80%. Je sors de la parenthèse sur le cancer de la prostate. Non, pardon, je parle maintenant des métastases, bien sûr. Les 15 ou les 20% qui restent de patients qui décèdent suite à un cancer de la prostate, c'est dû principalement à leur métastase, pour lesquels il y a des traitements de cet accès, une nouvelle génération de thérapie hormonale, le radium-223, et ces métastases sont principalement des métastases osseuses, on voit dans 80% des cas. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont des métastases principalement ostéoblastiques, c'est-à-dire formation d'os
à la différence de ce qui se passe dans le cancer du sein, où ce sont en général des métastases ostéolytiques. Donc la question évidemment que nous nous posions, je ferme la parenthèse sur le cancer de la prostate clinique, la question qu'on s'était posée, vous avez une surexpression majeure de ces facteurs de transcription dans la prostate, et on a des métastases osseuses. Et donc, une des hypothèses, et c'est le travail qu'on a développé maintenant depuis 7-8 ans, c'est quel est le rôle de ces fusions dans les métastases osseuses du cancer de la prostate. Pour ça, bien sûr, on a étudié deux éléments majeurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a, suite à la présence de cette fusion, un tropisme osseux spécifique? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a, lorsque ces cellules métastatiques sont dans l'os, la formation ostéoblastique, puisque je vous ai indiqué qu'il s'agissait d'une formation ostéoblastique, et ceci dans le cadre du dialogue classique entre les ostéoclastes et les ostéoblastes et l'ensemble des acteurs de la formation osseuse. Alors on a fait des expériences. Je vais vous en présenter deux très rapidement, deux expériences in vivo. La première, c'est qu'on a injecté dans la circulation les cellules prostatiques avec la fusion et sans la fusion, et on a montré que lorsque la fusion était présente, il y avait plus de métastases d'une part, et d'autre part, que les métastases qui étaient obtenues étaient typiquement des métastases retrouvées en général chez l'homme atteint d'un cancer de la prostate, c'est-à-dire au niveau des vertèbres et des côtes. Le deuxième travail qui nous a permis de prouver que notre hypothèse avait du sens, c'était lorsqu'on injectait directement dans l'os, ici en l'occurrence dans le tibia, des cellules prostatiques cancéreuses sans la fusion et avec la fusion. Lorsqu'il n'y a pas la fusion, vous avez une ostéolyse, donc comme dans le cancer du sein. Lorsqu'il y a la fusion, il y a une ostéoformation. Donc il y a une diminution de l'ostéolyse et une augmentation de l'ostéoformation. À côté de ça, on a en parallèle fait des études de biologie moléculaire, transcriptomique, en comparant les cellules qui expriment et celles qui n'expriment pas la fusion, et sont évidemment sortis de ces grandes études des marqueurs de formation osseuse, comme ici, marqueurs de minéralisation osseuse ou de différenciation ostéoplastique. Vous voyez ici des marqueurs classiques de l'os, comme l'ostéopontine ou l'alcaline phosphatase. Quand on fait ces études à grande échelle, il y a toujours beaucoup d'autres résultats qu'on n'utilise pas. Mais un résultat nous a tout particulièrement intéressé, c'est celui de la plexine A2, qui est un récepteur des sémaphorines et, de façon intéressante, qui est impliqué pour les neurologues, ils le savent bien, dans la guidance axonale. Et on a un étudiant ici en médecine, qui fait sa thèse actuellement en laboratoire, qui a voulu à ce moment-là étudier de façon un peu plus étendue les résultats obtenus par ses études transcriptomiques. Il a fait une étude de type bioinformatique et il a regardé tous les gènes qui sont impliqués dans cette guidance axonale liée aux sémaphorines, donc le ligand ou au récepteur, les plexines et l'europyline, et il a montré que, outre la plexine A2, d'autres membres de cette famille étaient fortement dérégulés, comme ici CEM3A. Donc, pour terminer, l'hypothèse sur laquelle nous sommes aujourd'hui et qui est l'ouverture, c'est est-ce que ces cellules métastatiques utilisent le réseau de la plexine pour cibler le tissu osseux. Comme ici dans la neurogenèse, vous voyez le dialogue au niveau de la formation des axones entre les sémaphorines et la neuropyline. Est-ce que dans ce cadre-ci, on peut imaginer que dans la formation de l'os, il y a le même type de dialogue? Et ça, c'est des travaux qui sont actuellement réalisés par l'équipe et par cet étudiant. Pour clore, je souhaitais remercier évidemment les gens avec qui j'ai réalisé ces travaux, et principalement Martine Duterre, qui est présente dans la salle dans l'équipe de laquelle je travaille actuellement, les cliniciens avec lesquels nous travaillons, et surtout l'équipe de Philippe Lézardin à Lyon, qui a réalisé une partie des expériences chez la souris, et plus particulièrement l'injection relativement délicate des cellules osseuses dans le tibia. Je vous remercie.